Bien, bonsoir. Bienvenue à ce troisième bloc qui va être consacré au thème des bulles à la monnaie. Je voudrais dire qu'il reste quelques places pour ceux qui souhaiteraient être assis, plutôt que d'être assis sur les marches, mais vous pouvez avoir une préférence pour les marches, bien entendu. Et deuxièmement, je voudrais dire que certains m'ont fait remarquer que je n'avais pas mis sur le site où, malgré tout, les enregistrements sont disponibles, ceux des 2 dernières semaines, celui de la semaine dernière depuis cet après-midi, que je n'ai pas mis sur le site les transparents. Je le ferai, mea culpa, je m'en excuse, je ne l'ai pas fait pour encore, mais je le ferai demain, en principe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va revenir un petit peu, on va continuer un petit peu notre investigation des bulles, dont j'avais beaucoup parlé la dernière fois. Alors, pourquoi les bulles? Et on va passer progressivement de la discussion sur les bulles à l'introduction de la monnaie, alors avec un cheminement progressif dont vous verrez la logique. Ce n'est pas le seul moyen, évidemment, d'introduire le sujet très large de la monnaie, mais c'est celui que je vais prendre ici. Et donc d'abord, je vais vous rappeler brièvement ce que j'avais dit la fois dernière, faire un petit résumé, en revenant d'ailleurs sur un des modèles que j'avais indiqué brièvement, sur lequel j'étais passé très rapidement. Et le sous-titre de ce que je vais dire est ici, c'est des hypothèses canoniques à une théorie éclectique des bulles temporaires. Donc la dernière fois, nous étions plutôt canoniques, donc orthodoxes. Cette fois, nous allons être plutôt éclectiques. Alors, les bulles, évidemment, c'est un sujet qui est assez passionnant, et ne serait-ce que parce qu'il nous fait rentrer dans l'histoire. Alors, il y a des thèmes bucoliques, les tulipes, les mers du Sud. Des thèmes bucoliques, on passe à des périodes un peu plus dures, comme 1929, ce qui ne veut pas dire que les bulles qu'il y avait derrière étaient bucoliques, bien sûr. Et puis on revient à des choses qui ont un titre plutôt agréable, Internet, la bulle japonaise des années 90, qui n'était certainement pas du tout agréable pour les Japonais. Et puis ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire les subprimes et la bulle immobilière aux États-Unis, qui a été à l'origine de la fameuse crise financière 2007-2008. Et j'avais indiqué qu'il y avait une grande variété de bulles. Il y avait des bulles sur différents marchés. Une partie de ces bulles sont des bulles sur le marché boursier. D'autres sont des bulles sur le marché immobilier. Il y a des bulles qui sont sur le marché immobilier, sur le marché boursier, qui commencent par le marché immobilier, qui continuent par le marché boursier, vice-versa. Et je n'ai pas parlé, évidemment, de bulles dans d'autres marchés, comme les matières premières. J'avais aussi indiqué que dans les bulles, il y avait des bulles qui étaient sans conséquences macroéconomiques notables. La bulle Internet s'est effondrée en 2000 sans que ça crée des problèmes majeurs pour les équilibres économiques aux États-Unis et dans le reste du monde. Ça n'a pas été du tout le cas, vous le savez, avec la bulle immobilière des subprimes. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait une théorie des bulles? Alors ce que j'avais essayé de discuter, c'est comment peut-on faire une théorie des bulles? Alors, la première objection, c'est que il faudrait, c'est peut-être un petit peu imprudent de vouloir faire une théorie générale des bulles, alors que je vous ai dit qu'il y avait des bulles immobilières et des bulles boursières, et donc ça ne doit pas être tout à fait la même chose. Ça, c'est une objection tout à fait recevable, et en fait, je reviendrai dans la suite, en particulier début mai, sur la différence entre tous ces marchés, entre le marché boursier, le marché immobilier, etc. Donc il y a des choses qui, évidemment, sont spécifiques au marché qu'on étudie. Malgré tout, on peut se demander si on ne peut pas faire une théorie des bulles qui soit un peu transversale à chacun des marchés. C'est un petit peu ce que je voulais faire. Alors pourquoi une telle théorie? Eh bien, tout simplement parce que tant qu'on ne comprendra pas comment fonctionnent les bulles, on aura beaucoup de mal à les éviter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne comprend pas parfaitement. Et malgré tous les efforts que j'ai faits et ceux que je vais continuer à faire, on va rester à l'idée qu'on ne comprend pas parfaitement et qu'on n'a pas une vraie théorie générale des bulles. Mais naturellement, une bulle, c'est un gonflement non justifié d'un prix d'un actif. Alors qu'est-ce qui est non justifié? Première question. Et tant qu'on ne sera pas, capable de faire un diagnostic très clair là-dessus, on aura du mal à faire de la régulation. Donc voilà l'arrière-plan très général à ma réflexion.
si je reviens donc sur ce point, j'avais d'abord essayé de regarder les bulles en adoptant, je dirais, les hypothèses standards, les hypothèses canoniques des modèles économiques. Et ces hypothèses canoniques, il y en a trois. Hein. C'est qu'on fait l'hypothèse que les agents sont rationnels en un certain sens. Ils poursuivent des buts qui sont explicitables et qui ne sont pas complètement insaisissables. Deuxièmement, alors la deuxième hypothèse est moins claire, hein, c'est que les agents étaient capables de faire un traitement statistique, je dirais correct, enfin pas trop incorrect de l'information. Alors là, on peut aller, que j'avais indiqué, on peut aller assez loin. Hein. On peut vouloir dire que dans le monde dans lequel on est, il y a des a priori communs qui sont connus et que les gens sont capables de faire leurs calculs à partir de ces a priori communs et des informations spécifiques, des signaux spécifiques qu'ils reçoivent. Donc d'apprécier la qualité relative de leur information et d'avoir une petite idée du fait qu'elle est meilleure que celle des autres ou moins bonne que celle des autres, etc. Ça, on peut aller plus ou moins loin. Et troisièmement, hypothèse importante, ils avaient des anticipations rationnelles. C'est-à-dire qu'ils avaient une vision de l'avenir qui n'était pas systématiquement distordue. Alors, ces trois hypothèses, ce sont des hypothèses que j'appelle canoniques, parce qu'on les retrouve dans la plupart des modèles standards de la théorie économique. Hein. Il y a beaucoup de secteurs où elles semblent fonctionner relativement bien, c'est-à-dire de donner une image du monde économique, bien sûr, qui est relativement pertinente. Est-ce que c'est le cas pour les bulles? C'est une question qui est posée. Deuxièmement, j'avais donc essayé de faire une petite classification des bulles. J'avais dit d'abord il y a des bulles stochastiques. Alors des bulles stochastiques, c'est des bulles dont le gonflement est aléatoire, éventuellement le dégonflement. Donc c'est des bulles qui peuvent éclater avec une certaine probabilité ou s'accroître avec une autre probabilité. Donc c'est des bulles stochastiques. Et il y a des bulles déterministes. Une bulle déterministe, c'est simplement une bulle dont la valeur croîtrait dans nos modèles en tout cas, et dans le monde réel, si ça existait, comme le taux d'intérêt sans risque. C'est quelque chose que vous acceptez de tenir, puisque ça vous donne comme rendement le taux d'intérêt sans risque, donc c'est un bon actif. Et comme elle est déterministe, elle est sans risque, donc il faut bien prendre le taux d'intérêt sans risque. Voilà. J'avais fait la distinction entre des bulles temporaires et des bulles durables. Alors les bulles temporaires, c'est des bulles qui ont une durée de vie finie en quelque sorte, et les bulles durables, c'est des bulles qui ont une durée de vie infinie, en tout cas qui ont une probabilité de durée de vie, la probabilité qu'elles éclatent tend vers zéro. Elles éclateront peut-être de façon à peu près certaine après un temps très long, mais il y a toujours une probabilité qu'elles soient là. Elles sont durables. Alors, qu'est-ce qu'on avait conclu? Alors, je vous dis bien hypothèse canonique et je prends ces considérations. Mais on avait conclu que la première chose, c'est qu'il n'y avait pas de bulle, dans le cadre de mes hypothèses, qui avait un support temporel compact. C'est-à-dire dont on savait que la bulle aurait éclaté dans 25 ans. Parce que de telles bulles, dans un monde où les agents sont rationnels, ils ont des anticipations rationnelles, une telle bulle ne pourrait pas tenir parce qu'il y aurait une dernière période. Donc on saurait que dans 24 ans, la bulle éclaterait l'année d'après, donc plus personne ne voudra la détenir, et on sait que plus personne ne voudra la détenir, et par induction vers l'arrière, la bulle ne pourrait pas tenir. Alors évidemment, il y a toute une série d'hypothèses derrière, mais l'idée c'est qu'une telle bulle ne pourrait pas être connaissance commune. Non seulement ça ne pourrait pas être un équilibre, mais beaucoup plus fort, elle ne pourrait pas être connaissance commune. Cette bulle est tuée non seulement par la condition de l'équilibre, mais par la condition qu'il y a connaissance commune de la rationalité dans le système. Deuxièmement, en ce qui concerne les modèles à horizon infini, des bulles durables, c'est des bulles qui durent jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qui, dans un modèle dont l'horizon serait infini, durerait tout le temps, serait durable. Et la première conclusion qu'on a eue, c'est soit il y a une bulle durable, où il n'y a pas de bulle du tout. Les bulles, elles sont durables ou elles n'existent pas. Et on avait vu que les conditions sur lesquelles on obtenait des bulles durables étaient assez peu plausibles. J'y reviendrai, c'est ce qu'on trouvait dans le modèle à génération, et qu'on appelait, cette bulle durable, on l'appelait la monnaie. Donc on fera une transition tout à l'heure. Et donc, dans les faits, ce qu'on observe, c'est des bulles temporaires, bien entendu,
Mais ces bulles temporaires, alors c'est ce qu'on semble observer, il n'y a pas de bulles durables qui sont mises en évidence de façon convaincante. J'avais discuté pour savoir si certains phénomènes que l'on observait sur le marché de l'art pouvaient être interprétés comme des bulles durables, en tout cas dans une certaine mesure, et j'avais conclu que ce n'était pas le cas. Donc ce qu'on observe dans le monde réel semble des bulles récurrentes, bien entendu, mais temporaires au sens de la théorie. Et en particulier, les bulles durables stochastiques au sens de la théorie ne semblent pas avoir de contrepartie dans le monde réel. Alors vous allez me dire, la conclusion était assez négative. Hein. Sous les hypothèses standards et canoniques, la bulle est un otni, c'est-à-dire un objet théorique non identifié. Mais évidemment, ça nous laisse de l'espoir. C'est que si on abandonne ces hypothèses canoniques, on a beaucoup de pistes pour essayer de comprendre les bulles. Et alors, c'est peut-être pas gênant, parce que de même qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de types de bulles, si on avait trouvé une bulle canonique dans nos modèles, on aurait conclu que toutes les bulles étaient semblables. On n'a pas l'impression que c'est ce sentiment. Et j'avais évoqué la phrase de Tolstoï, hein, toutes les familles heureuses se ressemblent. Hein, chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. Hein. Donc, tous les mondes qui auraient une bulle du modèle canonique, toutes les bulles du modèle canonique si elles se ressembleraient, mais comme elles n'existent pas, par contre, toutes les bulles réelles ne se ressemblent pas. Il doit y en avoir donc autant qu'il y a de formes de familles malheureuses. Donc le fait d'être une bulle est un épisode malheureux de l'économie. C'est juste une boutade qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, quelles sont les pistes? Alors les pistes, ça consiste à sortir du modèle canonique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une certaine irrationalité des agents. On va introduire l'idée que l'information n'est pas convenablement traitée au sens de la théorie statistique. Et on va introduire l'idée qu'il n'y a pas anticipation rationnelle. Et la première histoire que je vous avais donnée, que je vais reprendre ici, c'était l'idée de la bulle comme patate chaude. Dans mon argument, il y avait l'idée que la bulle ne peut pas naître parce qu'on sait qu'il y aura, juste avant la fin, où elle va éclater, si on est sûr qu'elle a une durée finie. La période d'avant, personne n'en voudra, et la période d'avant, personne n'en voudra, sachant que personne n'en voudra la d'avant-dernière période. Et naturellement, il y a une faille à ce raisonnement. Il se peut certainement que l'on croie qu'on n'est pas le dernier. C'est-à-dire qu'on accepte la bulle comme patate chaude, mais en espérant pouvoir la refiler aux voisins. Même s'il y a une fin du monde, cette fin du monde n'est pas pour nous. Du moins, on espère que ce n'est pas pour nous, qu'on pourra repasser la bulle. C'est le modèle que je vous avais présenté, et sur lequel je vais revenir, parce que c'est une histoire laquelle j'étais venu un peu rapidement la fois dernière. Il y avait une deuxième histoire, et sur laquelle je vais revenir aussi pour faire le résumé, qui est ce qu'on avait appelé l'effet Soros, qui est un spéculateur qui a de l'information privilégiés, ou des spéculateurs qui ont une information privilégiée, peuvent, en jouant sur l'irrationalité, entre guillemets, d'un certain nombre d'agents sur le marché, faire des profits et créer quelque chose qui est une bulle, et une bulle profitable pour le spéculateur. Donc c'est les deux idées. Alors je reviens sur la première idée, l'idée de la bulle comme patate chaude. Alors l'histoire que j'avais racontée est une histoire qui n'a absolument rien de réaliste, mais qui essaie de capturer cette idée et montrer qu'on peut on peut décrire une histoire qui se tient logiquement dans laquelle ceci se produit. Alors l'histoire, c'est que vous avez un actif, sa valeur fondamentale était 0, et l'agent 1, qui est par exemple l'un d'entre vous, vous pouvez vous prendre pour l'agent 1, naît au temps t égale 0 avec cet actif. Et il va disparaître à un temps t1 aléatoire entre 0 et 1. Alors ne le prenez pas mal, n'ayez pas trop de crainte. Ce qui disparaît, ça veut simplement dire qu'à un moment entre 0 et 1, vous allez avoir besoin de vous débarrasser de cet actif. Et vous le saurez juste avant, et à ce moment-là, vous essaierez de vous en débarrasser, et vous n'aurez plus l'actif. Voilà. Donc il y a un moment où vous aurez besoin de vous débarrasser de cet actif entre 0 et 1, et ça, c'est un phénomène avec une densité de probabilité uniforme entre 0 et 1. Tous les instants sont également probables entre 0 et 1. Et puis maintenant, il y a deux autres agents. L'agent 2, alors l'agent 2, c'est celui auquel l'agent 1, qui aura besoin de vendre son actif, celui vers lequel il se tournera.
automatiquement. Alors ça, c'est un point discutable du modèle, puisqu'il va directement voir l'agent 2. Et le problème, c'est que l'agent 2, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas s'il est 2, quand on vient le voir, ou s'il est 3. Alors, qu'est-ce que c'est? S'il est vraiment 2, ça veut dire qu'il peut prendre l'actif et il aura besoin de s'en débarrasser. Donc, s'il reçoit à un certain moment, il reste un moment avant 1. Il va avoir besoin de se débarrasser de l'actif au tiers du temps entre maintenant, où on lui propose, et la période 1. Donc, il va le détenir un tiers de 1 moins T1. Puis à ce moment-là, il y a un troisième agent. Alors, quel est le troisième agent? Lui, il ne sait pas... le troisième agent, il aura besoin de l'actif à T1 plus 2 tiers de 1 moins T1. C'est-à-dire qu'il aura besoin de l'actif à 2 tiers du temps il disparaîtra en quelque sorte, ça veut dire qu'il aura besoin de vendre l'actif, 2 tiers du temps après le moment où le premier agent a besoin de s'en débarrasser. Mais le problème des agents, si vous êtes 2 ou 3, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous êtes 2 ou si vous êtes 3. Et la probabilité ex ante est 1,5. Donc, quand l'agent 1 viendra me proposer l'actif, je ne saurai pas si ma durée de vie est 1 tiers du temps restant ou ma durée de vie est 2 tiers du temps restant. Si c'est 2 tiers du temps restant, et donc, moi, je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que dans ce monde, tel que je viens de décrire, les agents qui sont des statisticiens convenables, pas nécessairement des superstars, comprennent deux choses, et ceci est connaissance commune, c'est-à-dire chacun sait que l'autre le sait, chacun sait que chacun le sait, etc. C'est que toute proposition venant avant t égale 1 tiers vient de 1. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu ici, moi je ne peux avoir une proposition que si j'ai une proposition qui vient avant 1 tiers, eh bien, elle vient nécessairement de l'agent 1, puisque j'ai donné l'histoire que je viens de faire. Alors maintenant, toute proposition qui vient après, puisque avant 1 tiers, l'agent 2 ne peut pas avoir l'actif. Il ne peut pas avoir envie de vendre l'actif, puisqu'il vit nécessairement plus d'1 tiers. Donc, pardon, je l'ai mal dit, mais maintenant je l'ai dit convenablement. Maintenant, après t égale 1 tiers, eh bien, si j'ai une proposition, elle vient de 1, alors c'est un petit calcul de probabilité conditionnelle que je vous avais esquissé la dernière fois, vient de 1 avec probabilité 0,4 et de 2 avec probabilité 0,6. Donc, toute proposition... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va y avoir une bulle. On va avoir une bulle P égale T. On va voir que dans le cadre de cette bulle, donc l'actif vaut 0. Et puis la bulle, c'est que le prix monte comme le temps t. Bon. Je suis 1. Quand j'ai besoin de vendre, je vends au prix t de 1. Point à la ligne. Ensuite, maintenant, si il a vendu entre 0 et 1 tiers et qu'il m'a proposé, je sais que je suis 2 et je sais que je vais vendre un peu plus tard au prix donné par la bulle qui sera T2, le moment où je vais vendre. Et maintenant, si je ne sais pas si j'ai reçu la proposition après 1 tiers, je ne sais pas si je suis 2 ou si je suis 3, mais deux choses l'une, ou je suis 2 et dans ce cas, je revendrai à un prix plus élevé puisqu'il y a une bulle, ou je suis 3 et dans ce cas, je ne pourrai pas la revendre. Je ne pourrai pas la revendre. Alors, la question maintenant, d'où vient mon argent? L'idée que 2 et 3, ce sont des teneurs de marché. L'argent vient du public. Donc, s'ils gagnent, quand on leur donne de l'argent pour acheter l'actif, ils le revendent plus cher, le public en prend une partie. Si ils ne peuvent pas vendre l'actif, alors à ce moment-là, le public ne récupère rien. Il aura prêté le montant de l'actif au moment où le teneur de marché l'a acheté, et ensuite il n'a plus rien. Et dans ce cas, vous perdez. Donc vous êtes dans un monde où les agents ne paient leurs dettes que si faillite, ne paient pas leurs dettes s'il y a faillite, mais ils restituent une partie de leurs gains en cas de succès. Donc le tout, c'est un jeu à somme nulle dans lequel il y a des gagnants et des perdants. Les gagnants, ce sont les teneurs de marché,
Le dernier avec une certaine probabilité, enfin je veux dire le dernier ne gagne rien, puisqu'à la fin on lui a prêté l'argent, il ne peut pas le rembourser, c'est tout. Mais les perdants par contre c'est le public à l'extérieur. Donc c'est un modèle qui est du bulle qui n'est pas complètement rationnel. Alors je pourrais interpréter ceci comme en disant qu'il y a le 2 et 3, au lieu de dire c'est celui qui est le plus rapide, il y a des managers doués et des managers pas doués. On pourrait faire varier un peu l'histoire. Donc voilà un petit peu l'histoire telle qu'elle peut se passer. Je l'ai remise ici, sous l'hypothèse que moi j'ai besoin de vendre l'actif à 0,1, c'est-à-dire avant un tiers. Donc je sors du marché, je vends au prix P égale 0,1. Maintenant je vends donc à 2. 2, il va vivre un tiers du temps restant entre 0,1 et 1, donc un tiers de 0,9, c'est-à-dire qu'il va vivre un tiers. Donc à 0,4, il aura besoin de vendre l'actif, il va le vendre à P égale 0,4. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus que 3 sur le marché. Mais 3 va réaliser que à 0,6 va réaliser qu'il n'est pas 2. Pourquoi? Parce que mais quoi qu'il arrive, il va le réaliser à 0,6, puisque 0,6 est en fait 2 tiers de 1 moins 0,1, c'est-à-dire de 0,9. Ça lui fait 2 tiers de 0,9, ça fait... Non, il va avoir besoin de se débarrasser à 0,6, mais il va réaliser à 0,6 qu'il n'est pas 2, et il va, à 0,7, il sera obligé de vendre, et il va perdre tout son argent. Voilà. Je me suis j'ai un peu cafouillé là-dessus, mais vous voyez à peu près l'histoire. Donc, c'est une histoire dans laquelle il y a une bulle, et il y a des prêteurs extérieurs qui sont floués. Ce n'est pas complètement irréaliste. Dans beaucoup de bulles réelles, il y a toute une série des participants dont on peut se demander s'ils n'étaient pas les victimes désignées dans le jeu tel qu'il se pratiquait. En tout cas, c'était l'hypothèse c'est ce que dit ce modèle. Le deuxième type de modèle que j'avais présenté, c'était l'histoire de ce qu'on avait appelé l'effet Soros. J'avais mis cette formule de Kindleberger. Et là, donc, ce qu'on a, c'est des spéculateurs rationnels. Ces spéculateurs rationnels ont une information privée précoce sur la valeur de l'actif. Et à ce moment-là, la mécanique qui se met en place est liée au fait qu'il y a des suiveurs qui vont acheter si le prix augmente et que les spéculateurs rationnels comprennent ça, qu'ils comprennent au sens où ils ont une anticipation rationnelle sur ce qui va se passer. Donc ils achètent à un prix plus élevé aujourd'hui pour tenir compte que demain le prix sera plus élevé parce que les suiveurs vont s'y mettre. Mais cette montée du prix au-delà du fondamental fait que eux, la veille du moment où l'actif va donner son rendement, ils vont le vendre. Et ils vont le vendre en particulier aux suiveurs. Donc il y a une montée. Les investisseurs rationnels anticipent la surréaction du marché. Et anticipant la surréaction du marché, ils la créent. Dans le modèle que je suis en train de décrire, il n'y a pas de manipulation. Le spéculateur ne manipule pas, il est petit. Simplement, il comprend ce qui va se passer. Et comprenant ce qui va se passer, il contribue à la montée des cours. Il anticipe que les cours vont monter. Il anticipe rationnellement que les cours vont monter parce que tous les gens rationnels anticipent rationnellement que les cours vont monter et que ça, c'est autoréalisateur. Et il anticipe rationnellement que les cours vont monter parce qu'il sait qu'il y a des suiveurs irrationnels. Mais comme il comprend mieux ce qu'il passe, il s'en tire mieux dans tout l'épisode. Et il fait de l'argent sur les suiveurs. Alors, est-ce que ça, c'est... Donc, la morale de cette histoire, je ne vais pas la reprendre, je veux dire. Dans la première histoire, c'est les professionnels, les dealers, je ne sais pas comment on a, les teneurs de marché qui sont gagnants, parce que soit ils gagnent,
soit avec une certaine probabilité, il ne gagne rien, mais si vous êtes 2, vous gagnez, si vous êtes 3, vous ne gagnez rien. Le public est perdant. Enfin, sauf s'il a le goût du risque, parce que vous pouvez dire, il y a tous les jours des gens qui vont au casino où ils sont perdants au sens de mon modèle ici, où ils sont très contents d'y aller malgré tout. Donc, ils sont perdants, sauf s'ils ont le goût du risque et s'ils aiment risquer pour le plaisir. Donc, en un certain sens, et pourquoi ils sont perdants? Parce qu'ils ne comprennent pas le système. Et en ce sens, le public est irrationnel, parce qu'il devrait, dans mon histoire de la patate chaude, il devrait comprendre qu'il ne comprend pas. Et donc éviter d'aller dans un monde qu'il ne comprend pas suffisamment. Dans la deuxième histoire, les spéculateurs sont bénéficiaires, mais ils ont un avantage qui est tiré de quelque chose, c'est leur information supérieure, et de leur capacité de prévision supérieure, qui provient du fait qu'ils comprennent le système et qu'ils comprennent la manière dont se coordonnent les anticipations. Alors là, on est à quelque chose de plus discutable, parce qu'on repose sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Et comme je l'avais dit la première fois, l'hypothèse d'anticipation rationnelle n'est pas l'extension de l'hypothèse de rationalité aux anticipations. C'est une hypothèse de nature différente. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce qu'on a vu derrière ceci, c'est des phénomènes intéressants? Oui, d'une certaine manière. On a raconté 2-3 histoires et on peut trouver des exemples de bulles qui ressemblent à ces 2 histoires, dans lesquelles ce qui se passe ressemble un petit peu à ces 2 histoires. Malgré tout, il y a des choses qui ne sont pas très satisfaisantes. C'est que la fin, dans les 2 cas, la fin du jeu est connue. Le premier cas, le jeu sera terminé à 1. Le deuxième cas, le jeu est terminé c'était en période 3, dans le second modèle. Deuxièmement, il y a aussi un fait qui n'est pas nécessairement complètement juste, même s'il est vrai dans ce modèle, c'est que les agents intelligents et lucides sont gagnants. Et naturellement, je vous avais raconté une histoire qui avait fait la transition. Là, je vais vous présenter un modèle qui illustre cette histoire. C'était l'histoire de mes 2 teneurs de fonds de couverture, de hedge fund, qui, tous les 2, en 1997, avant la montée de la bulle Internet, se répandaient en disant que ceci était une bulle et que ça n'avait aucun sens. Le premier disait « mais moi, je ne vais pas du tout me joindre au mouvement ». Et le deuxième a dit « mais bien sûr, c'est une bulle, mais je me joins au mouvement et je sauterai du train avant qu'il déraille ». Et comme je l'avais dit, les 2 avaient perdu. Le premier, parce que ne s'étant pas joint au mouvement, il avait fait des performances beaucoup moins bonnes que ses voisins. Et le deuxième, parce qu'il avait oublié de sauter du train avant qu'il déraille, et qu'il a été obligé de démissionner en avril 2000, après l'effondrement de la bulle Internet. Alors, est-ce qu'on peut tenir compte de ça? Donc, dans le monde réel, en tout cas la bulle Internet, il y a des exemples dans le monde Internet dans lesquels des gens extrêmement rationnels, extrêmement lucides, apparemment, qui sont en tout cas parmi les plus lucides de leur groupe social, en quelque sorte, et ce sont des gens qui connaissent les marchés, dans lesquels ils ne gagnent pas. Alors, je vais vous présenter un modèle dans lequel ceci va se produire. Alors, ça, c'est la bulle Internet, juste pour le plaisir. Elle est assez belle, elle est très colorée, et elle s'effondre bien avec élégance à la fin. Donc, la bulle est connue de tous. Mais il y a des choses qui n'ont pas connaissance commune. Alors la première chose que j'avais vue, c'est on ne sait pas si on est le dernier. C'est l'idée que j'avais voulu illustrer. Maintenant, on va illustrer l'idée, on ne sait pas quand la bulle va éclater, qui n'était pas dans les modèles que j'ai présentés précédemment. Alors on va regarder un monde dans lequel il y a un actif. Vous avez tous, enfin je suppose que vous êtes les détenteurs de cet actif, vous êtes très nombreux, c'est un continu d'ailleurs, et vous avez tous une unité de cet actif. Et le prix de cet actif croît au taux G. Donc le prix, c'est P de T égale l'exponentielle de GT. Donc ça veut simplement dire qu'il croît au taux petit g dans le temps. Alors pourquoi il y a une bulle? Parce que à partir d'un certain moment, à partir de T0, donc ça commence à T égale 0, donc éventuellement loin, mais il y a un moment où cette montée du prix de l'actif n'est pas en accord avec la valeur fondamentale. Elle l'a été jusqu'au temps T0, et puis elle cesse de l'être. Donc vous allez voir une bulle à partir de T0 qui va être de la forme B de T moins T0, P de T. C'est-à-dire qu'une partie de l'actif va être, à partir de T0, va être une bulle. Le prix va continuer à croître de la même façon, mais une partie va être une bulle. Et naturellement, la bulle va croître aussi, à partir du moment où elle va commencer à exister, elle va croître.
le moment où elle apparaît est aléatoire. Et c'est un processus de Poisson, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître à n'importe quel moment, à partir du moment où le monde commence à exister. Et donc là, j'ai la cumulative, hein, phi de t0, c'est-à-dire qui me donne est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda t0. Ça, c'est simplement, par exemple, si vous faites t0, ça veut dire que la probabilité que la bulle ait éclaté en 0, enfin, ait commencé en 0, et enfin que la bulle va éclater après 0, hein, et elle aura... Pardon, elle ne va pas éclater, hein, elle va naître après 0 et elle sera née nécessairement avant l'infini. Donc c'est ce que dit là, la cumulative de la distribution. Alors la bulle, on va faire l'hypothèse qu'elle s'effondre sûrement à un moment. Il y a un moment t0 plus t où elle va s'effondrer sûrement. J'ai besoin de ça, sinon dans ce modèle, elle pourrait durer juste tout le temps. On sait bien que les bulles ne peuvent pas durer tout le temps, parce que, pour la raison que j'avais longuement soulignée, à savoir qu'elles deviendraient tellement importantes que leur valeur dépasserait la valeur du PIB mondial. Alors là, elle va s'effondrer si la pression cumulative de Vente, que j'appelle kappa, qui est un nombre plus petit que 1, si la pression cumulative de Vente dépasse kappa, c'est-à-dire si, mettons kappa c'est 1,5, hein, ça veut dire si la moitié d'entre vous a vendu, alors la bulle s'effondre. Alors pourquoi vous allez vendre? Vous allez vendre parce que vous allez avoir des nouvelles. Une fois que la bulle va être... une fois que la bulle va naître, hein, les agents dans l'économie vont recevoir des signaux progressivement. C'est-à-dire tout le monde va recevoir un signal finalement, mais avec une certaine densité de probabilité. Alors je vais le voir sur le... Allez, là, on le voit très bien là-dessus. Hein, vous avez le prix de l'actif, ici P de t, donc il croît comme exponentielle G de t. À partir de t0, vous voyez que le vrai prix, le prix du fondamental, ce serait ici. Donc il y a une bulle qui a la différence entre le fondamental et ceci à partir de t0. Et à partir de t0, vous avez ici la densité de probabilité avec laquelle les agents sont informés. C'est-à-dire à t0 plus eta, où eta est par exemple 15 jours, hein, à t0 plus eta ou 6 mois, j'en sais rien, tout le monde sera informé. Et tout le monde est informé progressivement, mais pas au même moment. Bon, donc à t0, il y a la bulle, à t0 plus eta, tout le monde le sait. Et vous avez une fenêtre de conscience qui est aléatoire. Hein, vous recevez l'information entre t0 et t0 plus eta à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Après T0, il y a une bulle. Après T0 plus eta k, c'est quoi? T0 plus eta, c'est tout le monde est informé. T0 plus eta k, c'est la proportion nécessaire pour faire tomber la bulle, hein, est informée. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens informés pour que la bulle s'effondre s'ils vendent. Là, vous avez une bulle d'ordre 1, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de gens informés pour que s'ils agissent sur la croyance qu'il y a la bulle, elle s'effondre. À T0 plus eta k, il y a suffisamment de gens qui sont informés pour savoir qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés pour que la bulle s'effondre s'ils agissent. À T0 plus eta k, plus 3 eta k, il y a suffisamment de gens qui sont informés, qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés, qu'il y a suffisamment de gens qui sont informés pour que la bulle éclate s'ils agissaient. Donc ce qui se passe, c'est que là, il y a de l'information, mais il n'est pas connaissance commune qu'il y a cette information. La bulle n'est pas connaissance commune. Hein, alors oui, alors là, j'ai fait aussi... si vous recevez par exemple l'information sur l'existence de la bulle à TI, hein, vous êtes monsieur I, vous la recevez à TI, quelle est votre densité de répartition sur le moment où a eu lieu la bulle? Vous savez que la bulle a eu lieu, que la bulle s'est déclenchée après TI moins eta, puisque tout le monde est informé en TI moins eta. Et qu'elle a donc que la bulle a éclaté entre TI moins eta et TI. Quelle est votre densité de répartition? Elle a à peu près cette allure-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que la bulle n'ayant pas éclaté en T0, hein, il y a plus de chances qu'elle éclate ici qu'elle éclate ici, puisque
quand vous passez d'ici à ici, il y a une certaine probabilité qu'elle ait éclaté. La probabilité qu'elle éclate, conditionnement au fait qu'elle n'ait pas éclaté, est toujours la même, mais donc ça traduit cette densité de probabilité. Alors donc maintenant, il faut faire de la statistique, hein. Il faut demander l'aide d'un probabiliste. Alors sur l'arrivée de la bulle, ça c'est la cumulative, c'est-à-dire c'est la fonction qui vous dit la probabilité que T0 soit supérieur à quelque chose. Alors là, il est sûr que si vous prenez, si vous faites pour, si vous êtes en TI et que vous prenez TI moins T0, c'est-à-dire T0 égale TI moins état, c'est un moment où vous êtes sûr que la bulle n'a pas éclaté, puisque c'était un TI moins état, donc vous êtes certain qu'elle est là. Si vous regardez la formule, ça vous donne exponentielle lambda état moins exponentielle lambda état, donc c'est la probabilité qu'elle ait éclaté en T0 moins, en TI moins état, ou la probabilité qu'elle n'ait pas éclaté en TI moins état est égale à 1. Et par contre, si vous faites évidemment T0 égale TI, ben vous êtes sûr que là, vous avez TI moins T0, ça fait 0. Et ça, donc, la probabilité qu'elle n'ait pas éclaté à ce moment-là est aussi égale, qu'elle ait éclaté à ce moment-là, qu'elle ait éclaté à ce moment-là est égale à 1. Quand vous avez reçu l'information, c'est sûr qu'elle a éclaté. Donc, c'est simplement la bonne formule statistique qui correspond à ma densité de distribution qui est ici. Tout ça, c'est cohérent. C'est un peu technique. Alors maintenant, comment vont raisonner les gens? Eh bien, on va mettre l'accent sur l'idée de la durée de vie de la bulle. Je vais essayer de faire des conjectures. La conjecture, c'est que la bulle va éclater avec zeta plus T0. Et donc, moi, si je la reçois, donc à T0, la bulle s'est déclenchée, à T0 plus zeta, elle va éclater. C'est ma conjecture. Et je reçois un signal à TI. Quelle évaluation probabiliste de la durée de la bulle, de la durée de vie de la bulle, je peux avoir? Bien, je pense qu'elle va durer ρ. Mais ρ est une variable aléatoire. Et donc, ρ, c'est simplement zeta plus T0. Donc, T0 est ici, zeta plus T0, moins TI. Le moment où j'ai reçu l'information. C'est la durée de la bulle à partir du moment où j'ai reçu l'information. Le problème, c'est que cette durée ρ, cette densité de probabilité ρ si TI, si je regarde mes formules précédentes, si je suis un bon statisticien, ou je demande à un statisticien ce que je dois faire, il va me donner à nouveau la cumulative de ρ si TI, qui est ici. Et que je ne vais pas recommander, parce que chaque fois que j'essaie de commenter, comme je suis trop près des formules, j'ai tendance à cafouiller un petit peu. Alors, et à partir de cette densité de probabilité, on va calculer ce qu'on appelle le taux de hasard, c'est-à-dire la probabilité que la bulle dure entre ρ et ρ plus dρ, sachant qu'elle n'a pas éclaté. C'est-à-dire dρ de pi sur 1 moins pi, sachant qu'elle n'a pas éclaté jusqu'à maintenant, quelle est la probabilité qu'elle dure entre ρ et ρ plus dρ. C'est ça dont j'ai besoin pour faire mon calcul, pour savoir si je dois m'en aller à un moment donné. Et la formule qui est là est ici. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que ça veut dire que si les agents, dans ce monde, si les agents ont une conjecture sur le temps que va durer la bulle, ils peuvent avoir des réactions compte tenu de cette conjecture. Ce qu'ils vont faire va tenir compte de cette conjecture. Tout ce que je vais faire dans ce monde, pour savoir si je dois vendre, ça dépend de la conjecture que je fais sur le temps que va durer la bulle. J'ai un pari à faire sur le temps que va durer la bulle. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est un équilibre, c'est-à-dire dans lequel les agents font des conjectures sur le temps que va durer la bulle et que ces conjectures sont des conjectures exactes. Alors ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un équilibre avec stratégie gâchette. Stratégie gâchette, ça veut dire, qu'est-ce que j'ai comme... Je suis dans cette bulle, j'ai reçu le signal, tous les autres ont reçu le signal, je suis comme les autres, etc. Comment je vais prendre ma stratégie? Bien, je vais dire, je vais attendre un certain temps.
je vais faire comme le monsieur du hedge fund de tout à l'heure, hein, il dit je vais sortir au bout d'un certain temps. Donc je vais dire je vais attendre un certain temps. Et j'appelle ça une stratégie gâchette. C'est-à-dire que je me donne une stratégie, je pars au bout d'un certain temps. Et maintenant, comment je vais déterminer stratégie gâchette? Je suppose que les autres ont la même stratégie, c'est-à-dire qu'ils attendent un certain temps. C'est leur temps d'attendre après TI. Eh bien, si les autres suivent la stratégie gâchette G', ma meilleure réponse, c'est d'attendre H de G'. C'est-à-dire, s'ils partent très rapidement, il faut que je parte très rapidement. S'ils partent très lentement, il faut que je parte très lentement, puisque la bulle ne va pas s'effondrer tout de suite. Donc, ça dépend de ce qu'ils font. Et l'équilibre, c'est simplement une stratégie telle que, sachant que les autres attendent G étoile, mon intérêt est d'attendre G étoile. C'est-à-dire, dans ce monde à l'équilibre, qui est l'équilibre de Nash, les gens vont attendre pendant un certain temps, sachant que les autres attendent pendant un certain temps, c'est-à-dire en comprenant ce que font les autres. Et ça, c'est l'équilibre du système. Alors, il faut bien voir que cet équilibre avec éclatement de la bulle, c'est un équilibre dans lequel il y aura des gens qui vont s'en sortir et des gens qui seront floués. Si vous avez reçu le signal très tard, vous serez la bulle aura éclaté lorsque vous aurez décidé de vous en aller. Si vous l'avez reçu très tôt, vous allez vous en sortir. Mais c'est votre stratégie optimale. Quand vous êtes dans votre bulle, et c'est ce que dit le modèle et ce que dit l'équilibre de ce modèle, quand vous êtes dans votre bulle, vous n'avez pas intérêt à en sortir dès que vous apprenez que vous êtes dans la bulle. Vous avez intérêt à en sortir de façon intelligente, comme le disait notre ami du hedge fund de tout à l'heure. Et la façon intelligente, c'est essayer de comprendre ce que font les autres. Essayant de comprendre ce que font les autres, alors à l'équilibre de ce modèle, ils arrivent à le comprendre ce que font les autres, eh bien, on agit au mieux. Et donc, voilà l'équilibre. Alors, ça c'est ce que j'ai mis l'accent sur l'équilibre de type 2, c'est-à-dire la bulle éclate après attaque. Elle éclate parce qu'à un moment, la pression spéculative est supérieure à kappa, c'est-à-dire la proportion kappa des gens s'est retirée. Hein. Et là, voilà les formules qui vous donnent l'équilibre. C'est assez facile. Hein. Si tous sont la stratégie gâchette ρ'O', la bulle éclatera à T0 plus θk plus ρ'O'. Pourquoi? Parce que si tous sont la stratégie ρ'O', à T0 plus ρ'O', le premier qui a reçu le signal va commencer à se retirer. Et à T0 plus θk plus ρ'O', la proportion kappa de gens qui ont reçu le signal se retirera. Donc la bulle va s'effondrer à ce moment-là. Donc zeta moins ρ, pour moi, c'est tk plus ρ'O' moins ρ. Et la condition d'équilibre, je voudrais que moi, ce que je décide de faire, ρ'O' égale ρ étoile, elle est donnée par cette condition. Et qu'est-ce que dit cette condition? Si vous reprenez la formule que j'ai donnée tout à l'heure sur la probabilité que la bulle éclate entre ρ et ρ plus des ρ, avec les ingrédients que j'ai donnés ici, à savoir que vous vous coordonnez sur ce que font les autres, bien vous avez ici la probabilité, ça c'est la probabilité instantanée que la bulle éclate, multipliée par le volume de la bulle. Le volume de la bulle, c'est B de θk plus ρ étoile. Ça, c'est la perte que vous avez si elle éclate. Et le gain que vous avez... donc, si vous ne l'avez pas vendu, vous perdez ça. Si elle n'éclate pas, vous gagnez G-R pendant ce temps-là. G étant le taux de croissance de votre actif et R est le taux d'intérêt. Vous égalisez ça. C'est un modèle d'équilibre. Alors là, c'est un modèle d'équilibre qui vous dit ce qui va se passer dans ce système si vous avez des agents très rationnels au sens de la théorie économique. Alors, très rationnel au sens de la théorie économique, ça ne veut pas dire que ce qui se passe en termes de tarification de la bulle soit très rationnel, puisque la bulle est complètement exogène. Alors, le commentaire, c'est... Si je reviens à SD, c'est-à-dire le Quantum Fund, mais il avait raison contre JR, le Tiger Hedge Fund, qui voulait se retirer et pas entrer dans la bulle. Mais le fait que vous ayez raison, mais on peut avoir raison et finir ruiné. C'est le premier commentaire. C'est pas du tout impossible. Les gagnants sont pas nécessairement, les perdants ne sont pas nécessairement des gens qui ne sont pas lucides. Et la deuxième conclusion, c'est que on a mis l'accent quand même sur quelque chose d'important du point de vue pratique, enfin, pour une compréhension des bulles. Je trouve que cet argument est très important. C'est l'idée de la stabilité des bulles. Quand on regarde le monde réel, il y a beaucoup d'endroits où on sait qu'on est dans des bulles et où personne ne s'en va. Et là, on a l'argumentaire qui vous indique pourquoi il y a cette stabilité des bulles. Pourquoi, quand vous êtes dans une bulle, vous ne vous retirez pas à toute vitesse.
Vous essayez d'en profiter jusqu'au moment où elle va... Il y a des choses à gagner quand vous êtes dans une bulle. Et donc les bulles ne sont pas du tout des choses complètement fragiles, hein, où il suffit que quelqu'un dise qu'il y a une bulle pour que ça s'effondre immédiatement. Alors évidemment, si j'avais une annonce crédible, connaissance commune, que c'est une bulle, et si chacun savait que chacun a reçu cette annonce crédible, alors elle s'effondrerait immédiatement. Voilà. Alors, oui, alors là, je vous avais dit au début de je crois, la première séance, qu'il y aurait des montées et des descentes selon les séances. Alors, c'était métaphorique, bien entendu. Les montées, ça veut dire c'est quand il y a des équations et que ça devient un peu conceptuellement plus difficile. Les descentes, c'est quand je raconte des histoires. Là, je suis désolé, je m'excuse, mais il y a eu beaucoup de montées. J'essaierai de faire des descentes la prochaine fois où je parlerai. Il y aura plus de descentes la fois prochaine. Alors, pour terminer, je vais passer à la monnaie. Alors, la monnaie, pourquoi je vais faire la monnaie? Alors, je vais raconter les histoires cette fois. D'abord, je reviens à bulle et monnaie. Ce qu'on avait vu, c'est que dans le modèle à génération imbriquée de Halley Samuelson, on avait raconté une histoire. Il y a des vieux et des jeunes. Les vieux, les jeunes ont beaucoup de ressources quand ils sont jeunes et rien quand ils sont vieux. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors, dans cette économie-là, il n'y a rien à faire. Dans l'absolu, si on regarde les transactions qui peuvent être faites, puisque à la première génération, les vieux qui n'ont rien ne peuvent rien donner aux jeunes, et donc les jeunes ne pourront rien donner quand ils seront devenus vieux aux jeunes de la précédente génération, donc il ne se passe rien. Alors on avait vu qu'il y avait un miracle dans ce monde, c'est si on créait une bulle, c'était quelque chose qui n'a pas de valeur fondamentale, c'est exactement une bulle, mais qui restait constante et qu'on donnait aux vieux de la première génération, aux vieux quand le monde commençait, eh bien tout s'améliorait parce que les jeunes de la première génération achetaient cette bulle et la gardaient, et les jeunes de la deuxième génération achetaient cette bulle pour la donner aux jeunes de la troisième génération lorsque eux-mêmes seraient vieux, etc. Donc on se repassait la bulle et on passait d'un monde dans lequel tout était extraordinairement inefficace à un monde pleinement efficace dans lequel l'allocation des ressources était optimale. Dans le sens assez simple qui relevait de ce modèle, enfin que l'on pouvait voir dans ce modèle. C'est-à-dire que c'est celui qui maximisait l'utilité de chacune des générations en admettant qu'on leur donne la même utilité à toutes. Donc voilà. Alors le problème, c'est que on a vu que la monnaie, on l'avait appelée la monnaie, cette bulle. Elle avait un prix constant dans le temps égal 1, donc, et la monnaie, c'était une bulle à valeur positive constante. Et on avait souligné évidemment qu'il n'y avait pas de contradiction avec l'argument précédent que j'avais donné, à savoir qu'il n'y avait pas de bulle, parce qu'on était dans un monde où le taux de croissance de l'économie était nul et le taux d'intérêt était nul. Et que donc la bulle rétablissait l'efficacité, ce que donnait la théorie générale. Alors, est-ce que la monnaie, la bulle que j'avais vue ici, c'est la première fois que j'ai introduit la monnaie. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une manière très réaliste de parler de monnaie. Oui et non. En fait, on peut introduire beaucoup de discussions sur la monnaie, peut-être pas dans des modèles qu'on prend au sens strict comme ça, mais qu'on prend au sens large comme ça. Au lieu de dire il y a des jeunes et des vieux, on dit il y a des gens qui produisent, mais le timing de leur production n'est pas le même. Donc il faut qu'ils fassent des arrangements. Donc il y a beaucoup de manières d'arranger cette histoire qui introduisent à l'idée qu'il faut quelque chose qui ressemble à la monnaie, ou de la monnaie interne, de la monnaie externe, etc. Donc c'est la première remarque. Deuxièmement, est-ce que la monnaie bulle du modèle à génération, est-ce que c'est une monnaie? Alors elle a quand même des caractéristiques d'une monnaie. Premièrement, c'est le numéraire. C'est-à-dire que le prix des biens sont exprimés en monnaie. La première fonction de la monnaie, c'est qu'elle permet elle est le numéraire. On dit ça vaut 5 francs parce que c'est par rapport. Donc elle a vraiment cette fonction dans ce modèle-là. Deuxièmement, la monnaie est un instrument des échanges. Dans ce modèle, est-ce que c'est un instrument des échanges? Ben oui, c'est un instrument des échanges entre générations. Ce n'est pas un instrument des échanges au sein d'une génération ou à un moment donné sur un marché, comme elle est dans le cas concret, mais c'est un instrument des échanges entre les générations, qui n'en ont pas d'autres pour l'instant. Troisièmement, c'est une réserve de valeur, troisième fonction de la monnaie. Ben, là aussi, c'est une réserve de valeur. Même dans ce modèle-là, c'est une réserve de valeur qui n'est pas, contrairement à ce qui se passe dans le monde réel, c'est une réserve de valeur qui est parfaitement
efficace, hein, au sens où le taux d'intérêt qui est associé à la détention de cette monnaie est zéro, comme ce qui se passe dans la monnaie réelle lorsqu'il n'y a pas d'inflation. Hein. Mais là, dans le cas de ce modèle, c'est vraiment le taux d'intérêt, le bon taux d'intérêt pour ce monde. Ce qui n'est pas le cas dans le monde réel, où évidemment la monnaie la rémunération de la monnaie est telle que, en particulier s'il y a un taux d'inflation, est telle que elle correspond à un taux d'intérêt négatif. Donc ce n'est pas une bonne réserve de valeur. Alors maintenant, ça c'est la monnaie qu'on a introduite par le biais des modèles. Alors vous allez dire, on va regarder un petit peu maintenant la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce que la monnaie? Bien, naturellement, c'est une histoire complexe. Hein, je ne suis sûrement pas le mieux placé pour vous raconter ces histoires. En l'absence de monnaie, et pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait double coïncidence des besoins. C'est-à-dire si vous voulez du maïs et que vous avez des oignons, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a besoin de maïs, qui a besoin d'oignons et qui a du maïs. Ça s'appelle la double coïncidence des besoins. La monnaie fait sauter la double coïncidence des besoins. Naturellement, la monnaie... donc, c'est une contrepartie universelle de l'échange. Ça a commencé par être de l'or, des métaux précieux, hein, c'est-à-dire qu'elle doit avoir les caractéristiques d'être facilement transportable et inaltérable. Alors, il y a eu d'autres monnaies qui sont éventuellement facilement transportables et moins inaltérables, mais etc. Bon, il y a eu des monnaies, ensuite il y a eu des monnaies, il y a eu des pièces, etc. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus et je ne vais pas faire une histoire sur la monnaie. Je voudrais simplement revenir sur les premières formes modernes du système bancaire. Alors ça nous ramène au XVIe-XVIIe siècle. En tout cas, la bifurcation dont je vais parler va se produire vers le XVIIe siècle. Hein. Vous êtes banquier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recevez des dépôts. Moi, je suis banquier, vous venez me voir, et vous m'apportez de l'or et des métaux précieux. Et moi, je vous signe un certificat disant Monsieur Untel, que j'ai reçu aujourd'hui, m'a apporté 100 kilos d'or. C'est un certificat de dépôt. Je peux l'appeler un billet, en anglais note. Mais naturellement, une fois que vous avez fait ça, ce certificat peut circuler comme moyen de paiement. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez un échange, et si, contre l'échange, ils acceptent ce morceau de papier, si ce morceau de papier est crédible, vous n'avez pas besoin de venir chercher votre or et de lui porter l'or et qu'il ramène l'or chez moi. Donc, il peut circuler comme moyen de paiement. Naturellement, particulièrement s'il est fractionné. Si au lieu de dire que vous m'avez donné 100 kg d'or, vous allez apporter chez moi 100 kg d'or, je dis que je vous ai écrit 1000 billets, sur chacun desquels j'écris que vous m'avez donné 100 grammes d'or. C'est beaucoup plus simple, puisque ils sont fractionnés, vous pourrez les donner beaucoup plus facilement. Alors ça, le fait de fractionner, d'après ce que j'ai lu, en tout cas dans mes lectures récentes sur le sujet, c'est une innovation du milieu du XVIIe siècle. Hein. C'était les notes d'orfèvres londoniens, les Goldsmiths, qui ont décidé de fractionner, enfin qui auraient décidé, si mes lectures sont exactes, de fractionner leur... Donc naturellement, avec ce nouveau système, il y a encore moins de demandes de récupération du dépôt. Alors, ça, c'est une première innovation. Il y a une deuxième innovation. Hein. La prochaine étape, c'est quelqu'un va venir me voir et va me dire « Pouvez-vous me signer un certificat de dépôt ?» Je n'ai pas d'or, mais j'en ai très peu, mais je vous en donne un peu. Vous me signez un certificat de dépôt, et puis, il vaut pendant 3 semaines, et après on oublie. Et avec ce certificat de dépôt, il peut aller éventuellement le présenter. Donc, moi, je vais mettre un billet qui, cette fois, relève du crédit, parce qu'il ne m'a rien donné, etc. Et naturellement, la bifurcation, on la voit tout de suite, très rapidement, il y aura plus de billets que d'or en réserve chez moi. Et alors ça, c'est associé au nom d'un banquier suédois, dont j'ai découvert le nom aussi, qui s'appelle Palmstruch. Hein, donc, on est toujours dans la même période. Alors, est-ce que ça, c'est une innovation? Alors, est-ce que c'est une innovation géniale ou une escroquerie? Ça se discute. En un certain sens, au premier sens, enfin, si vous venez me voir et que je signe un certificat de dépôt alors que vous n'avez pas fait de dépôt chez moi, ça s'appelle en premier sens une escroquerie. En un second sens, c'est une innovation géniale puisque ça augmente, ça met dans l'économie des moyens de paiement qui, on peut supposer qu'ils sont utiles à l'économie. Hein, et en tout cas, c'est l'essence même de la création monétaire. C'est l'essence même de la création monétaire telle qu'elle subsiste dans notre système. Hein. C'est la même logique que la monnaie bancaire aujourd'hui, sauf qu'au lieu de
au lieu de venir me voir pour me demander que je vous écrive un certificat de dépôt ou un billet d'un dépôt que vous ne m'avez pas fait, je suis la banque et je vous donne un découvert, ce qui revient absolument au même. Alors, et évidemment, les crédits créent les dépôts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, si je reviens en arrière, ça marche bien tant que, tant que la confiance règne. Donc les gens ne reviennent pas pour récupérer leurs dépôts. Alors évidemment, si il y a trop de certificats de dépôt qui circulent, il y aura peut-être une certaine méfiance qui va s'installer, et d'où l'origine des paniques bancaires. Donc c'était simplement mon point d'entrée dans cette histoire. Alors, naturellement, ce point d'entrée, il faudrait le compléter. Une fois que vous avez ce système, il faut voir un petit peu l'évolution, et il faut voir, va avec ce système, naturellement, cette évolution, elle ne se fait pas indépendamment de l'État. Là, je vous ai raconté une histoire dans laquelle il n'y a pas d'État, mais pensez que la monnaie existe sans État, ou qu'il n'y a pas de relation étroite entre ce qui se passe au niveau étatique et au niveau de la création monétaire, etc., c'est évidemment tout à fait inexact. Je ne vais pas raconter l'histoire de l'apparition des banques centrales, qui à la fois jouent un rôle pour réguler le système, et sur la modification du rôle des banques centrales, sur la dématérialisation de la monnaie, etc. Ça, c'est une histoire ultérieure, que je vous raconterai peut-être plus tard. Mais voilà, il y a deux points d'entrée complètement différents, et je vais m'arrêter là. Le modèle à génération, vous avez la monnaie bulle, et puis l'histoire économique réelle, dans laquelle vous avez la monnaie billet, monnaie certificat de dépôt. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant pour laisser le temps à Michel Aglietta de se mettre en place. Il est 29, on reprend à 34, et je vous remercie.